d'enregistrement de Radio Haïti Inter, ce qui représente 12 millions de mots au final. Alors, on a réussi à transcrire avec ce modèle les 1400 heures d'enregistrement disponibles sur Radio Haïti Inter, ce qui représente en volume de mots, hein, grosso modo écrit, 12 millions de mots, ce qui dépasse très largement ce qui est fait pour le français. Et puis, on a présenté ce travail aussi à la conférence de traitement automatique des langues naturelles en France, à Marseille, en juillet 2025. Et on a obtenu le prix du meilleur article pour ce travail, ce qui nous fait énormément plaisir. C'est William Havard, qui était en contrat postdoctoral, qui a mené l'essentiel des recherches. Je crois que tout le monde est bien d'accord pour dire que ce n'est pas Renaud Gauvin qui a codé le système sur sa machine. Moi non plus d'ailleurs, mais c'est William Havard qui a fait tout le codage informatique pour réussir ce travail. Alors, est-ce que quand on fait de la transcription automatique, on obtient des résultats qui sont de qualité? Pas toujours, il n'y a pas de magie. Hein. Bien entendu, si vous avez des enregistrements qui sont bruités, et il y a des entretiens qui ont été faits dans la rue, dans le corpus de Radio Haïti Inter, bien entendu, vous entendez une moto qui passe, vous entendez plusieurs personnes qui parlent. Tout ça, ça rend les transcriptions beaucoup moins bonnes. En revanche, il y a des transcriptions qui sont de très bonne qualité. Et on s'est dit, OK, la qualité, elle est variable. On ne va pas écouter les 1400 heures et repérer les erreurs qui sont faites par le système. En revanche, on est capable d'avoir un score de confiance dans la transcription du système. C'est-à-dire que le système, il va établir des probabilités que sa réponse soit correcte ou incorrecte. Et ça, on s'est dit, on va exploiter cela. Et on propose, pour chacune des transcriptions qui est faite, un score de confiance de la machine. Alors, ça a un avantage, c'est qu'on se dit, si ce score de confiance est en lien avec le taux d'erreur caractère, c'est très intéressant parce qu'on peut se dire qu'on a les enregistrements et puis une idée de leur qualité, de la qualité de la transcription. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc on peut regarder dans le corpus et sélectionner les enregistrements qui sont transcrits de manière assez satisfaisante et puis éventuellement laisser de côté ceux qui sont transcrits de manière beaucoup moins certaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a testé, qu'on a trouvé très très intéressant. Alors là, on a un graphique qui est peut-être un petit peu obscur, mais ce qui est à retenir, c'est que le taux d'erreur caractère baisse lorsque la confiance du système augmente. C'est-à-dire qu'il y a bien un lien entre les scores de confiance que nous donne la machine et le taux d'erreur caractère qui est constaté par rapport aux transcriptions de référence. Donc ça, c'est assez intéressant et on est capable d'évaluer donc la quantité de travail à faire pour avoir un corpus très bien transcrit. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à garder en tête. On a vérifié ça, donc on a fait les calculs automatiques, mais on a vérifié aussi avec une annotatrice que Renaud Gauvin a eu l'occasion de rencontrer lorsqu'il est venu à Orléans, Mélissa Minclé, qui a évalué la qualité de la transcription sur
155 segments, ce qui représente un peu moins de 2 heures d'enregistrement. Et on a obtenu, avec là une correction manuelle, on a obtenu un taux d'erreur caractère de 7% et un taux d'erreur mot de 16%, ce qui vous donne à peu près une idée. C'est-à-dire 7 caractères sur 100 ne sont pas bien transcrits, et puis 16 mots sur 100 ne sont pas correctement transcrits. Voilà, ça vous donne une petite idée de la qualité qu'on a dans ce corpus. Et puis nous, ce qui nous a intéressé, c'était de savoir quelle était la masse de travail à fournir pour améliorer ce corpus. Et on sait que pour chacune des annotations, ça correspond à 44 secondes de travail en moyenne de l'étudiante. Donc ça nous donne une idée de l'effort à faire pour corriger certaines parties de ces transcriptions. Alors j'espère que j'ai perdu personne avec ces explications un peu techniques et très, très centrées autour du traitement automatique, mais disons que ce qu'il y a à retenir, c'est l'idée que, bon, ça y est, je pense qu'on peut se dire que les fameux enregistrements qui ont été faits et que j'avais eu l'occasion d'entendre quand je suis venu à Port-au-Prince en 2017, sur les savoirs traditionnels, si ces enregistrements sont disponibles, eh bien, on pourra les transcrire automatiquement, ce qui fera gagner un temps important aux collègues, avec en plus la possibilité de savoir si l'enregistrement est exploitable ou pas, avec un taux de confiance assez stable. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir évaluer sur de nouveaux enregistrements le travail à faire, et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressé. Alors, on peut faire, bien entendu, avec ça, beaucoup d'études linguistiques. Le corpus, vous l'avez à votre disposition. Vous avez 1400 heures d'enregistrement disponibles, environ 12 millions de mots. Bon, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Alors, je vais donner quelques petits exemples. On a un doctorant qui va travailler sur l'analyse syntaxique automatique en dépendance sur ce corpus. Alors, l'idée, c'est de proposer une analyse syntaxique, une couche supplémentaire pour permettre la navigation à l'intérieur du corpus. Par exemple, si vous voulez savoir si vous avez combien de yo, par exemple, sont un déterminant postposé ou bien sont un pronom, et bien, avec une analyse syntaxique automatique, vous aurez déjà pas mal d'indices pour trouver tous les cas de figure. Bon, voilà, ça c'est une des façons de faire quelque chose. Et puis, il y a aussi la possibilité de faire de la lexicologie. Alors, les possibilités, là, sont immenses, puisque vous avez 12 millions de mots, donc ça représente une masse de données assez colossale. En lexicologie ou lexicographie automatique, on peut discuter sur les termes. Moi, je me suis amusé à regarder la distribution des suffixes ad, age, ir, man, ans et aïe. Alors, je sais que age et aïe sont parfois en concurrence. Bon, on peut regarder à l'intérieur du corpus la distribution, et on voit par exemple ici, donc c'est dans ce graphique, on voit que le suffixe man est fortement présent, plus présent que par exemple le suffixe en ans. Alors qu'est-ce qu'on va trouver on va trouver gouvernement, par rapport peut-être à souvenance, ou bien des mots comme ça. Donc ça, on peut regarder comme ça avec ces outils quels mots sont présents à quelle époque dans le corpus. Alors, dans le corpus, bien entendu,
Ça n'est pas une vérité absolue, hein, étant donné le corpus dont on dispose. On peut regarder aussi si certains mots sont plus fréquents à une certaine époque qu'à une autre. Et puis je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire comme petite étude rapide? Je me suis dit, tiens, je voulais regarder si dans Radio Haïti Inter, on utilisait souvent l'expression aller au pays sans chapeau. Et puis, je suis assez déçu. On ne trouve pas comme. J'ai pas trouvé d'occurrence de pays sans chapeau dans ce corpus. En revanche, bah, je me suis dit, bah, tiens, regardons les occurrences du mot chapeau. Alors, c'est assez intéressant. On trouve 340 occurrences de chapeau dans le corpus. Bon. Alors, vous allez me dire, mais est-ce qu'il parle 340 fois de chapeau dans Radio Haïti Inter? Est-ce que c'est le thème préféré de Radio Haïti Inter? Mais non, pas du tout. En fait, on va trouver l'expression coup de chapeau 133 fois et puis aussi 25 fois chapeau bas. Donc, deux expressions qui contiennent chapeau et qu'on va trouver dans le corpus. Donc, on va trouver chapeau en dehors de ces expressions, j'ai mis seul, c'est-à-dire en dehors de ces expressions, 182 fois. Chapeau bas, on va le trouver 25 fois. Et coup de chapeau, 133 fois. Voilà, j'ai mis ça sous forme de graphique. Voilà, on voit que chapeau tout seul, en tout cas en dehors de ces expressions, à l'intérieur du corpus. Et puis je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait voir à l'intérieur du corpus Radio Haïti Inter ce qu'on trouve par année? Et en fait, on voit que chapeau est la forme la plus fréquente. Et puis ensuite, on a coup de chapeau. Et puis ensuite seulement, on a donc chapeau bas. Alors, bien entendu, il faut se méfier de ces graphiques comme ça parce que ça laisserait penser qu'on va utiliser beaucoup plus chapeau. Mais en fait, ça dépend. Là, on est en termes d'occurrence brute. Et si vous avez beaucoup plus d'enregistrements entre 1995 et 2003, vous avez beaucoup plus de chances de trouver le mot chapeau que lorsque vous n'avez qu'un seul enregistrement, par exemple en 1973. Donc, il faut faire attention à ces effets. Mais en tout cas, on a la possibilité de naviguer un peu de cette manière dans le corpus. Et puis, je me suis dit, tiens, comptons la répartition annuelle des expressions avec chapeau. Et puis, voilà, donc on voit qu'on a bien coup de chapeau, qui est une expression qui a l'air assez couramment utilisée, en tout cas bien plus que chapeau bas, dans le corpus de Radio Haïti Inter. Alors, c'est tout à fait sans prétention, hein, cette mini-étude sur chapeau, mais ce qui me semble important, c'est de transmettre le message que là, vous avez des outils pour faire des études sur le haïtien. Moi, je ne suis pas locuteur du créole haïtien. Je pense que ce n'est pas à moi de faire des études sur la langue haïtienne. Je peux donner un coup de main et je le ferai alors avec un plaisir immense. En tout cas, je pense que c'est à vous, à la FLA, de vous emparer de ce corpus et puis de lui faire dire tout ce qu'il a à dire d'intéressant sur le créole haïtien. Voilà, alors je vais terminer par les remerciements. Je vais remercier quand même l'Agence nationale de la recherche qui a permis le financement de ce projet. Et puis les serveurs, les clusters de calcul qu'on a pu utiliser parce que tout ça, ça a quand même demandé pas mal de calculs. Voilà, alors j'ai quelques références bibliographiques, mais ça je pourrais vous les transmettre éventuellement. Et puis je vais répondre bien volontiers à vos questions. J'espère ne pas avoir été trop long. C'est super, c'est parfait. Et j'espère que personne ne s'est endormi pendant ma présentation. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, professeur Chang.
Je vais laisser, je ne vais pas faire de volontiers, hein, je ne vais pas faire de résumé. La présentation a été tellement claire, en tout cas pour ceux qui me concernent. J'espère que c'est pour tout le monde. Donc, je ne me permettrai pas de revenir sur les propos qui ont été produits tout à l'heure. Je vais laisser la voix du professeur Chang se reposer pendant 2 minutes. Et s'ils veulent Merci. dire un mot, j'appellerai Monsieur le doyen Willem Michel, Messieurs les professeurs Moles Paul et Joseph Marcel Georges à dire un mot autour de 2 minutes, ne serait-ce que pour saluer le professeur Chang. Et après 2 minutes, nous commençons avec le débat. Monsieur le doyen, il semble que Monsieur le doyen Michel n'est pas là. Le professeur Paul ou le professeur Georges? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez, doyen Gouvet. Très bien. D'accord, merci beaucoup. Donc, je salue tout le monde. Et nous tenons à remercier très chaleureusement le professeur Chang pour avoir accepté de réaliser cette brillante présentation dans le cadre des rencontres linguistiques haïtiennes. Au nom de l'accès du GRIFCA et du Master de la FLA, nous lui exprimons toute notre gratitude pour la qualité de son intervention sur le traitement automatique des langues, en particulier sur le cadre du créole haïtien. Sa contribution a été de grand enrichissement scientifique pour notre communauté académique. Et M. Georges ne sera pas là, donc ce sera tout. Merci. Merci beaucoup. Si Monsieur le doyen Michel n'est pas là, donc nous allons lancer le débat. De préférence, nous prenons les questions par groupe de 3. Et je vais les noter pour au cas où. Et puis, après 3 premières questions, le professeur Chang prendra la parole pour répondre aux questions successivement. Donc, le débat est ouvert. Quelqu'un qui veut avoir le micro, il lèvera la main et je lui passerai la parole. Le micro est donc ouvert. Professeur Berouet-Oriol, parole pour. Oui, merci en pile, merci en pile. Je félicite le professeur Chang, c'est une communication à la fois instructive et rassembleuse. J'insiste là-dessus. Ma première question est la suivante. Le travail d'interprétation et d'analyse d'un si volumineux corpus oral va-t-il être conduit à partir d'un protocole méthodologique unique en vue notamment d'uniformiser et de standardiser la démarche analytique? Et puisque j'ai encore la parole, je pose une seconde question. La recherche sur les corpus oraux, 12 millions de mots répertoriés, c'est énorme, c'est énorme. Alors, cette recherche va-t-elle contribuer à la création de la première base de données lexicographiques du créole haïtien? Voilà. Merci. Et je passe la parole maintenant à Monsieur Jean-Robert Placide. Merci, doyen Gauvin. Et j'apprécie aussi l'exposé du professeur Chang, un nouveau Emmanuel dans le décor haïtien, après Mono Charmaille et puis d'autres Timono chanteurs. Et ce qui me préoccupe, après avoir entendu les propos du professeur, de notre professeur, c'est plutôt comment classer. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est facile ou difficile
et dans une approche lexicographique, de classer les mots répertoriés, le lexique répertorié, selon l'ordre phonémique et tel que présenté par l'alphabet officiel du créole haïtien. On a un corpus lexical. Est-ce que c'est possible, c'est difficile ou facile, avec ce système, de classer par ordre phonémique l'ensemble lexical haïtien? Est-ce que c'est possible? J'apprécierais beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Comme il n'y a pas de demande de parole pour une troisième question, donc je pense que le professeur Chang peut dès maintenant répondre à ces trois premières questions. Oui, merci. Alors, merci pour ces questions. Alors, comment répondre peut-être répondre par la dernière, et puis je remonterai le fil. Alors, dans la mesure où on a une orthographe qui repose très largement quand même sur un lien assez direct entre graphème et phonème, je pense qu'on peut se servir de la transcription comme une approche, une première approche des phonèmes, ce qui permet de se rapprocher de ce classement phonémique dont vous avez parlé. Alors, c'est jamais parfait, mais c'est déjà une première approche. Alors, est-ce que c'est difficile ou pas? Je dirais, si c'est à faire sans ordinateur, ça va être très long. Ou si c'est à faire avec avec des outils comment dire, assez peu puissants, ça peut être très long. En revanche, je pense qu'on peut tout à fait contribuer à l'élaboration de ce tri sans aucun problème. Si vous avez des idées, des propositions, eh bien, nous, on sera ravis de pouvoir fournir un classement à partir du corpus transcrit. Le professeur Renaud Gauvin a vu le contenu du corpus, donc c'est transcrit. On peut faire des tris sur toutes les transcriptions et ensuite, après, essayer de faire le lien vers le fichier son. Il n'y a pas de grande difficulté, si ce n'est un peu de savoir-faire de programmation pour réussir à faire ça. Mais il faut s'attendre quand même à avoir quelque chose d'assez imposant qui ne tient pas forcément sur un ordinateur, je dirais, de base, quoi. Voilà. J'espère avoir répondu à la première question. On pourrait creuser un peu par la suite, hein, mais voilà. Alors, pour les deux autres questions, en fait, c'est comment faire de la recherche intéressante sur ce corpus. Si je synthétise un peu vos questions. Écoutez, je vais faire une réponse franche. Je pense que, en fait, c'est pas vraiment à moi de répondre. Je ne parle pas le créole haïtien. Et je pense que la seule chose que je peux faire, c'est vous aider dans votre démarche de recherche sur ce corpus. Ça, je peux le faire. On a des outils, on a des savoir-faire. On le fait sur le français oral. Là, on a toute une équipe qui travaille là-dessus à Orléans. On sait le faire. Maintenant, comme j'ai beaucoup discuté avec Renaud Gauvin quand il est venu à Orléans, moi, je n'ai pas la connaissance de la langue, je n'ai pas la connaissance fine de ce qu'il y a à l'intérieur de ce corpus. Et je dois dire que si un jour je vous propose une recherche structurée, analytique, etc., ne me faites pas confiance. Je suis tout à fait prêt à collaborer avec des personnes de l'AFLA, mais
tout seul, je dois dire que je n'aurais pas le courage de proposer quelque chose de solide. Voilà. Moi, ma contribution, c'est essentiellement la contribution technique, la contribution scientifique. Je pense que c'est à vous de vous en emparer. Et puis, si vous voulez travailler avec moi, bah, ça sera avec un immense plaisir. Mais vraiment, je pense que le questionnement scientifique, en fait, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui voyez ce qu'il y a à l'intérieur de ce corpus et ce qui est intéressant immédiatement pour le créole haïtien, plus que moi. Voilà, voilà ma réponse. Elle est peut-être un peu décevante, mais voilà ma réponse. Merci. Donc, il n'y a pas encore de main levée. Je peux continuer la réponse. Je vais continuer un peu la réponse tant qu'on y est. J'avais eu beaucoup de questions lorsque j'étais venu en 2017 et j'avais trouvé une équipe de chercheurs très intéressés. Donc je sais qu'il y a à Port-au-Prince des gens qui sont intéressés par les corpus oraux, qui ont des idées sur ce qu'on peut en faire. Constituer des bases lexicographiques, oui, bien sûr, c'est tout à fait à votre disposition pour ça. On peut aussi imaginer, par exemple, un corpus de référence qui, là, pour le coup, serait corrigé, soigné, peaufiné, prendre, je ne sais pas, par exemple, une cinquantaine d'heures à l'intérieur des 1400 que les linguistes haïtiens trouveraient représentatives ou intéressantes ou significatives et pour lesquelles on pourrait proposer quelque chose, une sorte de vitrine représentative de ce que pourrait être le créole haïtien. Voilà. Ce sont de simples suggestions. Je vous le soumets et voilà, c'est à vous de vous en emparer ou pas, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et là, je vais passer la parole à Pierre-Étienne Février, qui aura une ou plusieurs questions. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Je m'intéresse plutôt du côté morphosyntaxique, parce que je sais aussi que vous travaillez de ce côté-là. Alors, j'ai essayé de me demander dans quelle mesure est-ce que, en fait, vous pensez que votre système de transcription est sensible à la structure morphosyntaxique du créole haïtien. Par exemple, la distribution de pas. En fait, je sais que vous n'êtes pas locuteur natif du créole haïtien, mais n'empêche que vous saurez les structures parfaites, je dirais, pour marquer ou pour l'annotation de ce système-là. Par exemple, la distribution de pas ou aussi les items de concordance négative. Et aussi, si ça a été fait, est-ce qu'il serait possible de voir les schémas dans le sens d'erreurs systématiques qui révèlent peut-être d'une méconnaissance de ses propriétés grammaticales? Merci. Je réponds tout de suite, peut-être, ou oui? Oui. Alors, vas-y, et puis après, on recevra Franz Gourdet. C'est bon. Je on peut y aller. vais revenir en arrière sur la représentation qu'on a proposée dans Elan, hein. Elan, donc, qui est un outil de visualisation des transcriptions. On est en train d'essayer de voir comment annoter automatiquement en partie du discours. Alors, c'est un jeu de partie du discours, jeu de catégorie qui vient d'un standard qui s'appelle Universal Dependencies. On ne sait pas toujours... disons que dans la tentative de trouver un jeu de symboles universels, on passe toujours à côté des particularités. C'est inhérent à ce type d'approche. Mais en tout cas, voilà, on propose des parties du discours
que vous voyez donc lorsqu'on a avec transcrit, donc on a en dessous préposition. Donc at position dans le schéma Universal Dependencies, mais peu importe, ici c'est une préposition. Et puis ZARM, ça a été repéré comme nom, obligé comme verbe, quitter comme verbe, tout moon, donc déterminant suivi de nom, etc. Ça a été fait automatiquement. Bien entendu, les résultats de cette annotation automatique en partie du discours sont totalement dépendants de la qualité de la transcription. Je crois que c'était dans le sens de votre question. Encore une fois, quand on a à peu près 80% du corpus qui est transcrit de manière pas trop mal, quoi. Pas trop mal. Les scores d'analyse en partie du discours sont pas mauvais non plus. Alors, l'avantage de ces systèmes récents par rapport au système que moi j'ai utilisé pendant ma thèse et puis un peu par la suite, c'est que lorsqu'il y a un mot qui est mal transcrit ou un mot inconnu, ça ne bloque pas le système et il propose une solution statistique qui fait l'affaire. Et en fait, là, les scores sont quand même pas trop mal. Alors, je ne veux pas dévoiler des chiffres qui ne sont pas encore totalement consolidés, mais allez, on va dire qu'on est aux alentours de 85% de score sur la notation automatique en partie du discours. Voilà. Donc, ça veut dire 85 étiquettes sur 100 sont correctes. Ce qui est, c'est automatique, hein, donc c'est pas parfait, mais ça peut déjà permettre des recherches complexes sur effectivement les problèmes de concordance négative, les problèmes de temps mode aspect, par exemple. Je sais que, voilà, par exemple, rechercher les motifs que Moles Paul a étudiés dans sa thèse, on peut les retrouver en corpus et puis extraire un grand nombre d'exemples directement de ce corpus. Parfait. Et si vous me permettez, professeur Chang, je pourrais indiquer que j'ai regardé avec votre doctorant Ryan lors de mon passage à Orléans. Donc, c'est des éléments qui me semblent très bien réussis par rapport à la manière dont il a pu automatiquement identifier les parties du discours. Alors là, j'ai deux personnes qui ont demandé la parole. Nous allons la passer pour commencer à M. Franz Gourdet et après, ça sera à Mme Medjina Jean. Alors, bonsoir. Me concernant, vous avez évoqué à un certain moment une thèse sur l'analyse syntaxique automatique en dépendance du créole. Est-ce que vous pourriez revenir sur la diapositive concernée et nous en dire un peu plus? J'ai pas eu le temps de trop noter tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait beaucoup plus d'informations là-dessus ou la diapo? Alors, c'est une thèse qui démarre. C'est une thèse qui est c'est le début de deuxième année de thèse. Et le doctorant est en train de tester les meilleures configurations d'algorithmes pour obtenir une analyse syntaxique automatique. D'accord. En fait, pourquoi est-ce qu'on travaille là-dessus? Pour tout dire, la question scientifique qui nous occupe, c'est l'importance de l'oral sur la construction syntaxique. Alors, je vais m'expliquer. Souvent, dans les systèmes classiques, on va transcrire et ensuite on oublie totalement la parole. Et on fait de la syntaxe à partir de la transcription.
Et on imagine que notre modèle syntaxique, il a un quelconque lien avec la parole, mais il l'a perdu en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est pas satisfaisant parce qu'on perd beaucoup de choses. Et je pense qu'un locuteur ne transcrit pas. Enfin, quand on écoute quelqu'un parler, on n'est pas en train de transcrire et puis ensuite faire une analyse syntaxique. Donc, cette étape de transcription, elle est peut-être nécessaire d'un point de vue de traitement automatique, mais elle n'est pas souhaitable d'un point de vue. Enfin, elle pèse beaucoup, en tout cas, dans la façon dont on représente les choses, et on aimerait bien essayer d'aller vers quelque chose qui intégrerait beaucoup plus la parole. Je vais donner un exemple simple. Lorsqu'on a en qui va être déterminant post-posé. D'accord. D'accord. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous trouver d'exemple, mais si vous en avez un. Champ. Voilà. Et puis, on peut avoir en qui va être préposition. Comme par exemple y aller en France, 2017. En France. Oui, j'allais dire c'est plus rare parce que la langue créole étant assez parataxique, on peut considérer que c'est du calque quand on dit en France. On peut considérer que c'est du calque quand on dit en Haïti, par exemple, encore plus. Ouais. Parce que normalement, il faudrait dire Haïti. Voilà, Haïti. Et puis en Haïti, on fait ça. Il faudrait dire plutôt, si on respecte la structure spécifique du créole, bien sûr, ça se dit, mais si on respecte la structure spécifique du créole, il faudrait, si on avait une grammaire normative, plutôt dire Haïti, et au lieu de en Haïti. Voilà. Non, mais oui. Alors, je suis votre raisonnement. C'était juste pour terminer sur cet exemple, pardon, mais en fait, dans le corpus Radio Haïti Inter, on a beaucoup de en préposition. Oui, tout à fait. Parce que c'est la radio, c'est aussi peut-être un peu un registre différent. C'est un registre particulier parce que très souvent, les gens qui parlent à la radio ont une prononciation plutôt acolectale. Et même des expressions assez francisées, puisque souvent ce sont des personnes éduquées, issues de l'école, je dirais, congréganiste, et souvent c'est pas du créole. En fait, c'est du créole, puisque c'est une façon de parler créole tout à fait respectable. Mais effectivement, on aura une occurrence beaucoup plus forte que dans la vraie vie, dans la rue ou ailleurs. Tout à fait. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de se poser la question, est-ce qu'il y a dans le signal de parole, est-ce qu'il y a au niveau phonétique des moyens de désambiguïser la préposition par rapport au déterminant. Au déterminant. Et il semblerait, alors c'est les premières études, ça mériterait d'être consolidé, tout ça, je prends beaucoup de... Je dis ça avec beaucoup de prudence. Il semblerait que la longueur soit différente. En tout cas, dans le corpus Radio Haïti Inter. Donc, on peut imaginer que si c'était vérifié, je prends beaucoup de précautions là-dessus, si c'était vérifié, alors peut-être que les locuteurs ne se posent absolument jamais la question de savoir si c'est déterminant ou préposition, de toute façon. C'est la colocation longueur, qui importe pour eux. Le plus voilà, souvent. aussi. Et puis la longueur donne des indices supplémentaires sur la catégorie. D'accord. Voilà, c'est ça qui nous intéresse en fait. C'est vraiment cette façon de voir les choses qu'on cherche à promouvoir, et on fait quelques analyses qui sont un peu qui sont. Par contre, cherche à aller vers là. Voilà. Sans trop vouloir accaparer la parole, ce qui m'étonne sur ce plan-là, disons, ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce qu'il y a un gabarit de départ, sur quel modèle vous vous basez pour faire cette analyse syntaxique, sachant que dans les schémas que j'ai vus exposer tout à l'heure, ce sont des méthodes tout à fait attendues,
et qui se base sur la nature des mots. On parle de noms, de pronoms, de verbes, etc. Si vous faisiez cette analyse pour du chinois, par exemple, je ne sais pas si vous êtes intéressé à ça, ça ne coulerait pas, puisque tout ça ne correspond pas trop à la structure même du chinois. Je dirais, le créole haïtien ressemble un peu à ça. Et alors, il y a des modèles où on utilise des paradigmes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où la nature des mots importe peu. Et ça m'intéresserait beaucoup d'avoir accès à ce corpus parce que ça permettrait de tester ce genre de modèle qui colle un peu mieux au créole haïtien et que pour l'instant on étudie trop de façon ce genre de modèle auquel on ne s'intéresse pas assez, à mon avis. Et ce que moi j'aurais beaucoup aimé disposer de l'oral, et c'est à partir de l'oral de construire des algorithmes qui permettent de voir comment se comporteraient les modèles paradigmatiques dont je parle, qui n'ont rien à voir avec la nature des mots au départ. Donc voilà, il y a une sorte de rencontre à espérer ou à organiser entre tout le corpus, tout le travail énorme que vous avez fait et ce genre de modèle général et je dirais assez nouveau qui commence à poindre dans le paysage linguistique haïtien. Donc, j'aurais bien aimé peut-être en rentrant en contact avec le doyen Gauvin, le professeur Gauvin, profiter de ce travail pour pouvoir tester, je dirais même caler ce modèle et éventuellement, puisque nous avons des paradigmes qui permettent de classer exactement à leur place et travailler sur les colocations, etc. Comment dire, ça pourrait être extrêmement intéressant comme travail à faire. Voilà, je m'arrête là. Et parce que je doute beaucoup que travailler sur la nature des mots en disant ah tiens j'ai déterminé par exemple un préfixe en et un déterminant postposé en, évidemment avoir les longueurs, c'est intéressant, disons aboutir à des conclusions ou à des résultats comme dire qu'il y a une nuance, qu'il y a une différence de longueur sur les mots, tout ça c'est très intéressant, mais ça serait encore plus intéressant dans le contexte des modèles paradigmatiques parce qu'on trouverait exactement à la bonne place et tous ces éléments-là, et voilà. Mais je vous remercie beaucoup, ça m'a éclairé un peu et je serais très intéressé par la suite de cette thèse qui est pour l'instant à ses débuts. Et bon, enfin, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses. C'est une grande promesse de travaux scientifiques, cette présentation. Merci beaucoup. Merci. Avant de passer là. Pardon. Non, je ne sais pas si je réponds maintenant ou. Vas-y, pardon. Alors, moi, je vous rejoins sur le fait que les catégories telles qu'elles sont présentées là, c'est pas très satisfaisant. Je suis entièrement d'accord. Et alors, ce modèle qui existe, Universal Dependencies, c'est malheureusement, je dirais, le modèle dominant pour tout ce qui va être outil de traitement automatique. Alors, nous, on le voit comme un mal nécessaire, c'est-à-dire que c'est le formalisme qui correspond le mieux à ce que les outils savent faire à l'heure actuelle. Alors, on se dit que réussir à mettre des catégories qui valent ce qu'elles valent, mais bon, sur un grand corpus, c'est peut-être un mal nécessaire et ça nous permet après d'aller tester d'autres théories
et d'autres approches en ayant cette référence qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas qui nous permet d'aller naviguer sur une grande masse de données. Parce que je pense qu'on a hélas en linguistique parfois un peu l'habitude de l'anecdote et de travailler beaucoup sur les anecdotes, sur des petits exemples qui apparaissent très très peu souvent, et on passe à côté de la masse de données. Donc là, on prend le parti inverse, hein, c'est-à-dire d'aller s'emparer d'un gros volume de données et d'essayer de retrouver les motifs à l'intérieur de ce gros volume. Donc je suis d'accord avec vous, il y a certainement d'autres approches beaucoup plus prometteuses. Pour l'instant, on part là-dessus parce que c'est un peu le standard qui va nous permettre d'avancer un peu avec les outils dont on dispose. Voilà. Je comprends tout à fait. Merci. Parfait. Merci. Avant de passer la parole à Madame Jean, par la suite, ça va être à Monsieur Déraville. Je voudrais rappeler deux choses par rapport à l'intervention et aux demandes de Monsieur Bourdet. Alors, je voudrais rappeler que ce ne sont pas que les discours des présentateurs qui ont été transcrits, c'est pratiquement tout ce qui est disponible sur le site de Duke. Donc, des micro-trottoirs, des interviews en direct, des interviews de studio, des interviews de rue, etc. Donc, tout a été transcrit. Deuxième chose, c'est par rapport aux Chinois auxquels vous avez fait mention. Naturellement, ça ne fonctionnera pas parce que ça ne fonctionne pas totalement pour le Guadeloupéen qui est très proche de l'haïtien. Bon, bien évidemment, si on prend par exemple, quand on en parlait tout à l'heure du système de détermination, si on peut parler pour l'haïtien d'un système de détermination, ça ne collera pas pour le Guadeloupéen. On ne parlera pas de système de détermination en rapport avec l'allomorphie du déterminant, puisque dans le Guadeloupéen, il n'y a pas d'allomorphie. Il n'est pas constaté d'allomorphie du déterminant. Ça, c'est des questions qui poseront évidemment, qui feront débat. Malheureusement, on n'a pas assez de temps dans le cadre de cette présentation pour ce débat. Il me reste qu'à remercier M. Gourdet pour ces questions-là très intéressantes, très importantes qu'il a soulevées et qui permettent de poursuivre la réflexion un peu plus loin. Là, je passerai la parole à Madame Jean, et immédiatement après Madame Jean, avant que le professeur Chang ne réponde, on recevra Monsieur Déraville. Madame Jean, c'est à vous. Merci. Je voulais vous remercier pour cette présentation. J'ai deux questions. Je commence avec la première. Étant donné que les données utilisées sont de haïtiens tiers dont les années de publication sont antérieures, pensez-vous que cette structure de transcription donnerait un score de confiance élevé si on décide de l'utiliser avec le créole aujourd'hui et en considération de l'évolution de la langue? Je continue avec la deuxième question. Pourquoi aller aussi loin dans le temps pour trouver des enregistrements que nous vivons à l'ère de la technologie? Et d'après moi, je pense qu'on pourrait trouver meilleur enregistrement datant d'après 2010. Merci. Alors, merci pour vos questions, pour vos excellentes questions. Effectivement, sachant que les enregistrements s'arrêtent en 2003, la question qu'on peut tout à fait se poser, c'est est-ce que le créole parlé en 2026 est semblable à celui de 2003? Je n'ai pas la réponse, mais si je me base sur mon expérience de francophone, je sais que le français de 2026 n'est pas celui de 2003. Il y a quelques évolutions. Alors effectivement, si on avait des corpus plus récents, eh bien, ça serait intéressant
de regarder les performances du système sur ces corpus. Alors, je dois dire que c'est toujours très très tentant d'utiliser les corpus récents, mais encore faut-il être certain qu'on ait le droit de les utiliser. Alors, en Europe, vous le savez certainement, on a sorti plusieurs règlements très sévères, très stricts sur les données, l'utilisation des données personnelles. Je pense que c'est une bonne chose, même si en tant que linguiste, on aimerait pouvoir accéder à plus de données. En revanche, je pense que c'est très très bien de faire très attention au type de données qu'on utilise. Donc là, on sait qu'on a les droits d'utilisation sur ces données. À ma connaissance, il n'y a pas de corpus disponible plus récent et on ne se permettrait pas d'aller prendre des enregistrements pour lesquels on n'aurait pas l'accord explicite de la part des personnes qui sont enregistrées. Je vais donner un exemple. Il est très tentant d'aller prendre des enregistrements sur YouTube et puis de se dire, tiens, on va les utiliser. Nous, on a voilà, on a des craintes sur les droits, sur ce qu'on peut faire de ces données, et donc on se résigne à n'utiliser que les données qui sont explicitement rendues disponibles avec des droits explicites. Ce qui permettrait peut-être à quelqu'un qui pourrait dire moi, je ne souhaite plus que ma voix fasse partie de ce corpus, de pouvoir retirer ces enregistrements du corpus. Voilà, donc ça, c'est en conformité avec le règlement sur la protection des données, RGPD, Le RGPD, oui. Qui existe en France notamment, mais sur toute l'Europe. Voilà. Merci. Monsieur Desravines, c'est à vous. Merci, doyen Gauvin. Merci également au professeur Chang pour cette vibrante présentation. Alors moi, j'ai beaucoup appris. Cette présentation m'a ouvert les yeux sur des perspectives très intéressantes, d'autant plus que j'ai eu la chance de travailler avec des collègues sur Elan, l'application Elan, et j'avais l'habitude de transcrire aussi sur Elan et de travailler sur Audacity. Donc, je trouve que c'est très profond, très très profond ce sujet. Alors, j'ai deux petites questions. La première est la suivante. C'est quel doit être le rôle des corpus oraux dans la didactique des langues? Et la deuxième, c'est comment créer des corpus oraux pertinents. Merci beaucoup, professeur Jean. Alors, merci pour votre question. Je dois dire que je ne suis pas expert de ce domaine. Très intéressante. Oui, tout à fait. Et j'ai bien conscience de la difficulté de créer des corpus pertinents pour l'enseignement des langues étrangères. On pourrait imaginer, en revanche, d'utiliser le corpus de Radio Haïti Inter pour peut-être des cours sur le créole, j'imagine. Ça ferait quand même pas mal de matériel didactique qui serait à disposition assez facilement. Alors, ce n'est pas mon domaine, donc je vais être très, très prudent là-dessus. Je sais que je vais quand même tenter une réponse, essayer de satisfaire votre question, en fait. Dans l'équipe à laquelle j'appartiens, on a des spécialistes de français langue étrangère qui utilisent les enregistrements qui ont été faits à Orléans, l'enquête socio-linguistique d'Orléans. Alors, l'une faite à la fin des années 60 et l'autre au début des années 2000, entre 2000 et 2010. Et ils utilisent des extraits de ces corpus
pour concevoir du matériel didactique. Je pense que c'est faisable avec Radio Haïti Inter, par exemple. Voilà. Je serai prudent et j'irai pas plus loin dans, dans mes réponses. Il Ah me oui, merci. semble qu'il n'y a plus de main levée. Comme il n'y en a pas, j'en profiterai pour donner quelques petites informations avec, bien sûr, la permission du professeur Chang, parce que tout à l'heure, notre collègue Franz Gourdet avait émis le souhait de pouvoir consulter la documentation. Je parlerai avec un peu de... Je regarde pour voir si le doyen est revenu. Non, il n'est pas... Il était là au début. En fait, peut-être pas au début, mais je l'ai remarqué au moment de la présentation du professeur Chang. Donc, ce que je vais dire concerne particulièrement le décanat et je vais parler donc avec un peu de prudence. L'ensemble de la transcription, qui est très, 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 très lourde, doit être... voilà, il y a une question, une demande de question, c'est pour tout à l'heure. Doit être enregistré sur plusieurs supports, dont un ordinateur qui va être dédié à cela. Ce que je suis en train de dire là, l'ensemble des collègues professeurs à la faculté de linguistique appliquée sont au courant de ça. Mais je dois préciser que ces données ne sont pas encore transférées sur cet ordinateur. Et une autre information très intéressante que je peux donner, c'est que le professeur Chang et moi-même, nous continuons de réfléchir à une possibilité de mise en ligne à des fins de consultation publique, mais contrôlée. On va vous dire pourquoi contrôlée tout à l'heure. C'est-à-dire que les données seront peut-être mises en ligne avec consultation au moyen d'un mot de passe communiqué. Pourquoi? Parce que c'est quand même du travail qui est fait. Peut-être que le professeur Chang pourra me corriger dans ce que je suis en train de dire, parce que il a su lui aussi voir il sait lui aussi voir des choses sur la transcription du créole haïtien qui ne valent peut-être pas la peine alors que des sources n'ont jamais été évoquées. Donc les gens, ils peuvent trouver ce serait du caviar servi sur un plateau de diamants. Peut-être qu'ils ne vont même pas citer, comme ils l'ont fait pour d'autres expériences, l'origine des données. Donc ça, c'est vraiment du travail qui a été produit. D'abord, le travail de Radio Haïti Inter, ensuite le travail de l'équipe CRIM, etc. Donc, il nous faut nous assurer que les gens qui vont consulter ces données-là vont les consulter à des fins strictement de recherche, mais ce n'est pas des données qui pourront être commercialisées, pour dire ça de cette manière, ou des gens qui vont consulter les données, s'en servir et ne même pas citer les sources. Mais pour ce qui concerne les collègues de la faculté de linguistique appliquée, dont Franz Gourdet, par exemple, il y aura alors, ne me demandez pas quand exactement ça sera disponible, parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend du décanat, mais je sais que le décanat est en train de travailler là-dessus. Mardi seulement, monsieur le doyen et moi-même, on en a parlé, c'est moi qui suis revenu là-dessus avec lui, et là, il m'a donné la garantie que dans un délai pas trop lointain, ces données seront disponibles. Bon. Et il m'a aussi laissé comprendre que si on était déjà passé en présentiel, les données seraient déjà disponibles parce qu'il y aurait des ordinateurs disponibles. Si M. Serge Auguste est connecté, il pourra en témoigner. Moi, je ne sais pas, pour dire la vérité, pour dire vrai, mais il y a des ordinateurs, il y a plus qu'un ordinateur disponible. Donc, ce qui reste à faire, c'est une question de logistique. Donc, ces données seront disponibles à la faculté de linguistique appliquée, sauf que ça va être sur une machine pour commencer. Donc, pour la consultation, on fera la réservation, pour ainsi dire. Mais probablement qu'on va mettre sur un autre ordinateur. Et le doyen m'a même laissé comprendre que c'est possible qu'au niveau du lancer, on ait un support
un ordinateur, par exemple, sur lequel on va disposer ces données pour la consultation. On va dire public, mais pas tant public que ça, parce que ça va être réservé seulement aux collègues de la faculté de linguistique appliquée, ou si nous voulons bien de l'Université d'État d'Haïti de manière générale, sur demande, sur réservation. Merci. Là, je sais que M. Gourdet et moi-même, on va, comme par habitude, revenir sur cette question. Et je passerai la parole à M. Alex Setout. Après, ça va être le professeur Alex Johnny Laforêt. M. Setout. Oui, merci M. Gauvin. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci pour la présentation, M. Professeur Sang. Alors, la question que je voulais poser concernait le fait, on va dire, en quoi ce corpus ou encore ce travail permettrait une application pratique dans la traduction du créole vers le français ou encore vers l'anglais, ou encore en quoi ce corpus pourrait faciliter on va dire, le processus de traduction entre ces trois langues-là, vu qu'en général, c'est beaucoup plus facile de faire cette transition entre le créole, le français et ensuite passer à l'anglais. Donc voilà, c'est ça la question. Merci. Merci. J'ai noté au cas où OK. Je ne sais pas, je réponds maintenant. Et on peut... Si vous voulez répondre maintenant, c'est bon. On peut attendre. Hein. Je prends plusieurs questions et puis je répondrai. Okay. Eh bien, super. Là, nous recevons le professeur, mon cousin, et Alex Johnny Laforêt. Merci, professeur Gauvin. Merci, cher cousin. Merci à tout le monde. Et un merci spécial à professeur Sean qui a fait une excellente présentation. Et j'ai beaucoup appris de cette présentation. Et ma question va dans ce sens-là de la continuité. Est-ce qu'on peut, par exemple, pour ceux qui ne seront pas en Haïti, par exemple, qui seront aux États-Unis, est-ce qu'ils pourront avoir accès au corpus, à la banque de données qu'on pourra utiliser pour faire de la recherche? Parce que moi, je suis très, très intéressé par ces données-là. Merci beaucoup. Merci. Et ça, je peux y répondre tout à l'heure. Et on peut recevoir une troisième intervention. Elle sera signée Madame Buyon. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Dania Bion. Donc, je remercie professeur Gauvin et professeur Emmanuel Chang. Je peux dire que monsieur Johnny Laforêt a en quelque sorte répondu à poser ma question, mais je continue pour vous remercier. Et la question que je pose, c'est que est-ce que vous pouvez nous envoyer ces lettres-là quelques jours avant ou 2 jours avant, quand il va y avoir ce genre de conférence? Parce que des fois, il y a des personnes qui veulent y participer, mais à cause de leur emploi du temps, on n'a vraiment pas pu y assister. Donc, je vous remercie. Merci. Et pour cette dernière question, c'est mon collègue Molès Paul, comme le professeur Georges n'est pas présent avec nous là, c'est seulement le professeur Paul qui pourra y répondre tout à l'heure. Maintenant, nous passons, je retourne la parole au professeur Georges. Merci, oui. Hein, pour répondre à la question de la traduction, disons que ce corpus est monolingue, donc c'est un corpus uniquement en créole, donc il n'est pas directement exploitable pour la traduction. C'était pas le but de sa constitution, mais je pense que ça peut être utilisé, mais comme une des ressources pour peut-être avoir un inventaire de formes en créole lorsqu'on traduit de l'anglais ou du français vers le créole, peut-être. C'est peut-être une des utilisations possibles. Enfin, en tout cas, il n'est pas multilingue directement. Voilà, donc pour cette question. En ce qui concerne la mise à disposition des données, moi je dirais que ce qui nous occupe dans l'équipe, c'est que
soit fait bon usage de ces données. Pour tout vous dire, j'ai été déjà contacté par des entreprises américaines pour leur donner ce corpus. Ce que je n'ai pas fait. Il me semble que ce travail doit revenir en priorité aux Haïtiens, et notamment je garde le souvenir d'avoir été invité en 2017 pour travailler justement sur les enregistrements. Et je pense que c'est bien entendu à la FLA de savoir quoi faire de ce corpus, quoi. Voilà, donc moi directement, je n'ai pas je me sens pas d'autorité pour savoir qui doit utiliser ou pas ce corpus. Je pense que ça serait dommage que ça tombe entre les mains effectivement d'entreprises qui n'ont aucun intérêt pour la linguistique créole, mais qui en feraient un usage commercial et qui risqueraient d'ailleurs justement de bloquer l'utilisation scientifique de ce corpus. Voilà, donc je suis prudent. Je pense que c'est très important que ça soit la faculté de linguistique appliquée qui ait une compétence sur la diffusion de ce corpus. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Et là, je pourrais reprendre une information que j'ai donnée tout à l'heure à propos d'une mise en ligne contrôlée et de diffusion d'une clé d'accès à l'enregistrement. Donc, ça, j'avoue que j'en ai pas encore parlé aux techniciens informaticiens de l'Université d'État d'Haïti. Donc, j'en profiterai, comme la question est un peu fraîche, pour leur en parler dans la semaine. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, le professeur Chang et moi-même, depuis décembre, on réfléchit sur une possibilité de cette manière pour voir comment héberger les données quelque part avec une clé d'accès une clé d'accès contrôlée. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite avoir la parole après monsieur? Alors là, il y a monsieur Paul. Oui, il y a monsieur Paul oui. et Jeanne. C'est pas vraiment une question, doyen, c'est pour répondre à la question de Madame Bion Ah, tout à d'accord, l'heure. Madame Bion. Donc, pour rester connecté à cette activité, pour être au courant, pour être au parfum de ce qu'on fait, donc il y a plusieurs possibilités. Donc, puisque c'est une activité qui se fait dans le cadre d'une collaboration entre l'ANCSE, GRISCA et le Master de la FLA. Donc, pour le Master de la FLA, on a une page Facebook et Master LTD de la FLA. Vous pouvez aller sur Facebook et chercher la page et vous abonner à la page. Il y a aussi une autre possibilité, il y a un mailing list. Le programme du Master a aussi un mailing list à partir de notre compte Gmail. Vous pouvez nous contacter et nous pouvons vous intégrer à ce mailing list. Et aussi, GRISCA a un site web aujourd'hui. Donc, c'est www.griscahaiti.com, GRISCA Haïti en créole, griscahaiti.com. Donc, où il y a toutes nos actualités. Là, si vous y allez là maintenant, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a une présentation du professeur Chang, etc., etc. Et aussi, on a une page, GRISCA a aussi une page Facebook. Donc, vous pouvez aller vous abonner pour être au courant de nos activités. Donc, vous allez recevoir à temps les liens. Donc, allez sur les réseaux sociaux, mes chers amis. Vous allez tout voir. Aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux aussi. Donc, je vous invite à y aller et vous allez voir ce qu'on fait. Merci beaucoup. Merci. Vu l'heure, nous pouvons prendre une seule autre question. Vu l'heure. Et là, nous passons la parole à Jeanne. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je salue tout le monde et je remercie le professeur pour sa présentation. Ma question est la suivante. Compte tenu des obstacles à la transcription automatique, que ce soit du côté des sujets parlants, de l'environnement
environnement ou du moins des systèmes informatiques, puisqu'ils ne transcrivent pas à la perfection. Comment vous êtes parvenu dans le cadre de votre travail à des résultats plus ou moins analysables? Merci. Merci. Malheureusement, ça sera la dernière question. Je vois qu'il y a plusieurs autres personnes qui souhaitent avoir la parole. Je ne sais pas si c'est une nouvelle maître du professeur Laforêt, si c'est l'ancienne, si c'est une nouvelle maître du professeur Boudet ou l'ancienne. Malheureusement, avec toutes nos excuses, nos plates excuses d'ailleurs, nous ne pourrons plus recevoir de questions. Alors, la dernière réponse sera donnée tout de suite. Alors, merci pour cette question. C'est la combinaison, en fait, les résultats sont obtenus à partir de la combinaison de plusieurs facteurs qui n'étaient pas présents auparavant. Une plus grande puissance de calcul, c'est-à-dire des ordinateurs puissants qui vont faire des calculs statistiques sur la parole. C'est plus de données aussi. Là, on a rassemblé plusieurs milliers d'heures de paroles sur le créole haïtien. Donc, plus de données, plus de puissance de calcul. Et puis aussi, alors là, je le dis volontiers, ça n'est pas mon domaine, mais les informaticiens ont fait d'énormes progrès dans les algorithmes qu'ils proposent en reconnaissance automatique de la parole. Et la combinaison de ces trois facteurs fait que maintenant, on a la possibilité d'améliorer le traitement de la parole de manière très, très significative. Et ça, c'est, je pense, un message d'espoir pour tous ceux qui parlent des langues qui ne font pas partie des langues dites grandes langues, c'est-à-dire des langues du commerce international et des technologies voilà, dominantes. Parce qu'en fait, on a cette possibilité de traiter des corpus et de proposer des solutions techniques pour la documentation des langues, y compris sur des langues qui disposent de moins de données et qui ont moins été analysées jusqu'ici. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Enfin, en tout cas, cette période qu'on vit à l'heure actuelle, elle est assez intéressante parce qu'on voit qu'on a la possibilité de sauver, de mettre à disposition beaucoup de nouvelles données, et ça va permettre de donner un nouveau coup de projecteur sur certaines langues qui sont finalement assez peu connues. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Chang, pour vous être mis disponible pour nous. C'est vrai qu'il va bientôt être 22h, car vous avez voulu animer ce séminaire. Nous sommes arrivés à la fin. Moi, il me reste à remercier tout le monde d'avoir fait le sacrifice d'être présent. À un certain moment, on était à 85. Beaucoup de monde. Je vous en remercie. Merci, M. Chang. Et là, je repasse la parole à l'organisateur principal du séminaire, le professeur Modeste Paul, pour la clôture. Merci beaucoup. Ketchel, est-ce que tu peux éteindre ton micro? Ketchel d'Orsainville. Ketchel, merci de fermer ton micro. Et bon, on remercie encore une fois le professeur Emmanuel Chang. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que le professeur Chang faisait partie du jury de soutenance de ma thèse. Merci de nous avoir fait l'honneur et de participer, de faire cette présentation pour nous dans le cadre des rencontres linguistiques haïtiennes. On remercie aussi le professeur Renaud Gauvin d'avoir accepté de modérer l'activité, qui a fait ça avec brio aussi. Je veux vous envoyer cette félicitation, doyen Gauvin. Merci tout le monde, merci à tous mes étudiants, tous mes collègues qui sont là, qui sont des fans de cette activité.
Donc, on remercie tout le monde, mes collègues du RISCA, et Dr Dragon, Dr Silver, et merci tout le monde, merci professeur Goudet, et vice-doyen Martineau, doyen Michel qui était là. Merci tout le monde. Donc, pour la prochaine séance, on aura une présentation de la docteure Dragon, et qui s'intitule Représentation Timoun qui vivent en Martinique sous langue créole là. Ce sera le 27 février 2026 de 4h, notez bien l'heure, de 4h à 6h. Donc aujourd'hui, spécialement, on a fait ça de 2h à 4h, c'est à cause du décalage horaire. On a fait ça spécialement pour le professeur Chang, mais l'activité se fait généralement de 4h à 6h. Donc on vous donne rendez-vous pour le 27 février, hein, là où vous écouterez Dr Dragon. Merci encore une fois à tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci d'être au rendez-vous, d'avoir été au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.